Donc bienvenue à nouveau à toutes et tous. Il y a un petit peu d'écho. Bienvenue à toutes et tous à Citeco pour ce dernier jour du Devenir Festival, mais qui va donc continuer jusqu'à ce soir. Et on va justement essayer de démystifier un petit peu ce qu'est l'IA et quel impact ça peut avoir. Alors pas sur notre vie, on n'a clairement pas le temps pour ça. Sur l'économie, assez largement, on va essayer de le faire, mais on va se concentrer plus précisément sur les milieux qui nous concernent, nous, très exactement, donc c'est-à-dire la finance et les questions de souveraineté qui sont liées à l'intelligence artificielle. Donc on va explorer tous ces enjeux de maîtrise, de production et donc aussi de financement de l'IA. Et puis on tentera de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on doit ou comment est-ce qu'on peut encadrer, que ce soit les pratiques ou l'émergence ou les cas d'usage de l'intelligence artificielle. Et pour ça, évidemment, je ne serai pas seul et j'ai même la chance de vous avoir à mes côtés, Anouchika Stanislos et Thierry Foucault. Bonjour à vous. Anouchika Stanislos, vous êtes conseillère numérique et grand projet IA au sein du service qui s'appelle le Secrétariat général pour l'investissement, qui sont donc les services du Premier ministre. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et Thierry Foucault, vous êtes professeur de finance à HEC, vous êtes chercheur associé au Center for Economic Policy and Research, qui est maintenant, on le disait, basé à Sciences Po. Merci également. Merci. Petite précision sur le format, on va prendre 30-40 minutes de discussion. Et puis le but, c'est quand même que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre d'ores et déjà quelques notes. Et puis vous les gardez pour la fin. On fera circuler 1 ou 2 micros dans la salle. La première question que j'ai envie de vous poser, peut-être Thierry Foucault, c'est... On parle beaucoup d'IA depuis, allez, on va dire, 2 ans maintenant, depuis en gros l'émergence et l'utilisation par tous de ChatGPT, donc c'est LLM, mais on a l'impression que ça va tout révolutionner. Certains nous disent qu'on est là vers une nouvelle révolution, après la révolution Internet, après la machine à vapeur. Est-ce que c'est pour vous une innovation aussi importante que ça, quand vous le voyez de manière générale ? Alors, effectivement, c'est une comparaison qui est faite assez souvent. On ne sait pas très bien encore, mais je pense que oui, parce qu'il y a des éléments qui ressemblent beaucoup à des éléments de révolution industrielle passée. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une technologie. C'est une technologie pour transformer des données, soit en prédiction et en décision, à partir d'une matière première qui est la donnée. Et c'est une technologie qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécifique à une industrie particulière, ce qui est effectivement très similaire à des chocs technologiques passés. Donc, c'est quoi les grands chocs technologiques dans l'histoire ? Il y a la découverte de l'imprimerie, énorme choc, au XVIe siècle. Ensuite, il y a la machine à vapeur, ça c'est le début de la révolution industrielle. Il y a l'électricité, il y a ensuite l'ordinateur, et il y a Internet. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle. Et il y a quand même des points communs entre ces grands chocs et l'intelligence artificielle. L'imprimerie, c'est la circulation de l'information qui devient beaucoup plus disponible pour tout le monde. Internet, c'est également ça sous une forme digitale. L'IA, c'est la possibilité, d'une certaine façon, de traiter l'information, d'extraire de l'information de données, de prendre des décisions sur la base des données de manière un peu démocratisée, je dirais. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une révolution industrielle. Il y a un autre élément qui ne trompe pas, c'est qu'il y a une espèce de course en ce moment entre les grands pays, les grandes puissances, notamment la Chine et les États-Unis. L'Europe est un peu derrière pour maîtriser cette technologie, et notamment pour maîtriser, par exemple, les matières premières qui sont nécessaires au déploiement de la technologie. Alors pas seulement l'aspect capital humain, il faut des talents, il faut des gens qui soient capables de développer la technologie, mais il y a des matières premières dures, comme les terres rares par exemple, qui sont derrière cette technologie. Et c'est pas très étonnant que les États-Unis actuellement, Trump c'est ce qu'il est, mais tout le discours sur les terres rares, le Groenland, etc., indirectement, on est en train de parler d'IA. Anouchika Stanislos, vous êtes donc dans ce service qui pense les grands projets IA. Est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire Thierry Foucault, c'est-à-dire que l'IA, elle est présente dans tous les secteurs de l'économie et c'est ça qui doit nous donner un petit peu nous mettre la puce à l'oreille, que ça va être
vraiment un grand changement. Complètement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment parce qu'au sein de France 2030, il y a un programme de transformation de l'économie, donc on met 54 milliards au service d'objectifs et leviers extrêmement structurants pour l'économie et la société. En l'occurrence, nous, dans le pôle souveraineté numérique qui comporte les stratégies de cybersécurité, de numérique éco-responsable, d'intelligence artificielle, de cloud, etc., on constate une convergence de ces stratégies autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, effectivement, la coévolution entre la machine et l'humain, aujourd'hui, est d'autant plus intéressante à observer à l'heure de l'intelligence artificielle qui devient ubiquitaire, dans la mesure où, aujourd'hui, tout est plus fluide, tout est présent. On a les conditions générales d'utilisateurs que parfois on nommait rapidement d'accepter en le lisant parce que justement on a envie d'accéder à un service. Je pense qu'effectivement l'intelligence artificielle va aller beaucoup plus vite en termes d'immersion de la technologie dans nos sociétés. Donc totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Et donc si on se dit que l'IA va tout toucher, la question qu'on peut se poser c'est si on adopte un point de vue très économique et économiste orthodoxe, combien de points de PIB ? C'est toujours un peu le jeu, une grande innovation, et on essaye d'estimer un petit peu la croissance que cela peut apporter. On a différentes statistiques. Moi, celle que j'ai en tête, c'est celle qui est dans le rapport Ambition pour la France de l'IA de Philippe Aghion et Anne Bouvreau. C'est entre 0,8 à 1 point de PIB pendant à peu près 10 ans. Thierry Faucon, ce sont des chiffres qui vous semblent logiques, ce sont des chiffres qui vous parlent, c'est des ordres de grandeur habituels? C'est très dur d'estimer l'impact de cette technologie sur la croissance. Mais c'est des chiffres qui sont donnés. Donc les chiffres que j'ai lus par ailleurs, c'est 1,2% par exemple de points de croissance. C'est par exemple, il y a un rapport de McKinsey qui dit que c'est en gros 7 trillions de valeurs créées d'ici 2030. C'est énorme. Le PIB européen, c'est 18 trillions par an. Donc c'est un chiffre qui est considérable. Je crois qu'on ne sait pas encore très bien le faire. Il y a quand même au final très peu d'articles écrits par des économistes, des articles vraiment rigoureux qui essayent d'estimer l'impact sur la croissance, parce que précisément c'est une technologie nouvelle. Et donc on ne sait pas très bien en fait comment vont se matérialiser ces impacts. Pour qu'il y ait un impact sur la croissance, il faut une amélioration de productivité. Donc comment va se faire cette amélioration de productivité ? Il y a un aspect automatisation de certaines décisions. C'est vrai que l'IA, c'est entre autres une technique pour automatiser les prises de décision. La voiture autonome, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on remplace, par exemple, des conducteurs de taxi, des conducteurs de bus, par une machine qui va apprendre par elle-même à conduire. Donc ça, c'est un gain de productivité potentiellement. Gain de productivité, ça veut dire gain de croissance. Maintenant, quelle va être exactement la taille du gain, ça c'est beaucoup plus difficile à estimer. À quelle vitesse le gain va se réaliser, c'est beaucoup plus difficile à estimer. Il y a aussi, comme toute justement nouvelle technologie un peu transversale, il y a des effets de ricochet qui sont difficiles à anticiper. C'est-à-dire que la technologie elle-même amène de nouvelles technologies, amène des produits auxquels on n'avait pas pensé par ailleurs, hein. Un exemple, alors un peu plus ancien, c'est le téléphone mobile, hein. Toute la partie application, apps du téléphone mobile, c'est pas un type de produit auquel les créateurs de téléphone mobile avaient pensé initialement. Alors tout ça, ça crée des craintes évidemment sur l'emploi, la nature des emplois qui vont être potentiellement substitués par cette technologie. Donc ça pose des questions. Mais justement, c'est une question que vous devez forcément avoir en tête au gouvernement. Comment est-ce que vous travaillez à la modélisation de l'impact de l'IA avec toutes ces incertitudes ? Alors effectivement, au sein du secrétariat général pour l'investissement qui pilote le programme France 2030, on a une direction de l'évaluation qui vise justement à évaluer l'impact des projets qui ont une composante IA au sein de leurs activités, que ce soit sur la chaîne de production, que ce soit sur le projet socle lui-même. Et donc voilà, il y a vraiment une volonté d'aller identifier les facteurs clés de succès, mais aussi la valeur réelle
le gain de productivité. Alors on a un partenariat qui est en train d'être réalisé avec le Collège de France pour justement voir le gain dont on parle actuellement. Et il y a aussi toute une série d'évaluations sur, par exemple, l'euro investi par l'argent public, à quel point il engendre des répercussions sur l'économie, à quel point il est gage de sécurité et de garantie pour les investisseurs privés. Et on est autour de 1 pour 1,2 également. Donc voilà, c'est des chiffres qui reviennent. On a une volonté de faire de l'IA, non pas une technologie qu'on met vraiment tous azimuts, mais vraiment avec pertinence et avec proportionnalité pour accélérer et se différencier sur la scène internationale. On va y revenir sur ces questions de cas d'usage et de la manière dont on doit et avec quelle pertinence on doit utiliser l'IA. J'aimerais qu'on prenne un exemple et qu'on creuse un petit peu qu'on fasse un focus sur l'impact de l'IA et son utilisation dans le secteur financier. Thierry Faucon, c'est votre spécialité. Vous travaillez beaucoup dessus. Moi, j'ai de prime abord 2 questions qui me viennent en tête. Est-ce que le trading haute fréquence va se démultiplier et dans ces cas-là, on va avoir peut-être un comportement très très moutonnier des actions de trade? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça peut nous amener vers une crise financière, cet emballement presque automatique de décisions très rationnelles prises par une IA? C'est intéressant. Alors, l'industrie financière est une des industries qui va être les plus affectées par l'intelligence artificielle. Donc là-dessus, pour le coup, il y a des études académiques sur les emplois les plus touchés, dans quelle industrie, etc. Et la finance est toujours en haut du classement. Alors la raison, c'est il faut revenir un peu à ce que fait l'industrie financière. Ça paraît très vague vu de l'extérieur, mais l'industrie financière, en gros, elle crée des contrats entre les investisseurs, les bailleurs de fonds et les gens qui ont besoin de fonds. Donc ça peut être des emprunteurs, ça peut être des entreprises qui ont besoin de se financer. Ce que produit l'industrie financière au final, mais c'est une énorme machine, c'est des contrats de ce type. Et pour produire ces contrats, l'industrie financière a besoin d'énormément d'informations. Elle repose sur la production d'informations de tout type. Et il y a énormément d'emplois qui, au final, dans l'industrie financière, ont à voir avec la production d'informations. Donc évidemment, comme l'IA est une technologie de production d'informations, consiste à collecter des données et faire des prédictions à partir des données et prendre des décisions à partir des données, ça touche immédiatement l'industrie financière. Et ça touche plein de segments dans l'industrie financière. Donc avant le trading haute fréquence, qui est quand même un aspect très particulier de l'industrie financière, il y a toute l'industrie bancaire, par exemple, qui est affectée. Donc une des activités des banques, c'est d'octroyer des prêts, c'est même une grosse partie de leur activité. Lorsqu'un banquier octroie un prêt, une des questions qui va se poser, c'est quelle est la capacité de l'emprunteur à rembourser son prêt. Et donc là, c'est un travail de prédiction. Donc le banquier va collecter énormément d'informations sur l'emprunteur et à partir de là, va formuler une évaluation du risque, de ce qu'il appelle le risque de crédit de l'emprunteur. Bon, ça, une machine peut le faire. L'IA, l'intelligence artificielle, elle fait de très bonnes prédictions. En général, elle fait des prédictions plus précises sur ce type de risque ou d'autres types de prédictions que l'humain. Il y a énormément de comparaisons de ce type. Et donc là, il y a des avantages, il y a des gains de productivité potentiels pour les banques importants. C'est-à-dire qu'on peut diminuer la tâche de l'humain qui autrefois prenait ces décisions, déléguer cette décision à la machine et utiliser l'humain pour une autre tâche peut-être plus valorisante. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'un conseiller financier, il a dans son logiciel bancaire un petit score qui apparaît sur son écran sur la qualité de l'emprunteur. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est que ce petit score, effectivement, il était basé sur quelques informations qui étaient données. Et il y avait un algorithme qui allait traiter un peu cette information pour ressortir le score. Et le jugement du banquier était très important. Maintenant, ce que l'algorithme peut faire, c'est au lieu d'avoir 3-4 caractéristiques, l'endroit où habite l'emprunteur, son revenu mensuel, etc., le banquier va se servir, enfin pas le banquier, l'algorithme va se servir de milliers de caractéristiques ou de millions de caractéristiques. Il va les croiser et donc ça, un humain ne peut pas le faire. C'est vraiment l'algorithme dit de machine learning qui va le faire. Et d'ailleurs, ça pose un problème, c'est que le score qui va sortir,
on ne sait pas très bien d'où il vient. Donc ça, c'est le problème d'explicabilité de l'IA, de l'intelligence artificielle. Un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle fait des prédictions très meilleures que les humains, mais on ne sait pas très bien comment ces prédictions sortent étant donné les données utilisées. Donc c'est le problème d'explicabilité qui est un problème sérieux. Dans le cas des marchés financiers, par exemple, alors, pour revenir au trading haute fréquence, pour la partie trading, il y a des algorithmes qui sont utilisés. Il y a des algorithmes qui opèrent à des fréquences très élevées, ça veut dire qu'ils réagissent très rapidement à l'information, par exemple des annonces macroéconomiques. Très rapidement, ça veut dire à une échelle qui n'est pas humaine, une échelle de la nanoseconde. Et là, d'un point de vue de réglementation, c'est un peu inquiétant, parce que si je ne sais pas très bien comment l'algorithme prend sa décision, comment est-ce que je peux réguler l'algorithme? Donc ça pose des questions importantes, des questions d'explicabilité, et on est au tout début du traitement de ces questions, en fait. Et justement, puisqu'on arrive à la question de l'encadrement, continuons cet exemple du prêt bancaire, est-ce qu'on se dit que on doit mettre toutes nos données à disposition des logiciels IA, ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté de séparer un petit peu les données, de les cloisonner, et comment est-ce que, en soi, est-ce que le fait que l'IA d'une banque ait accès à l'adresse pour le crédit immobilier, ça paraît peut-être logique, mais est-ce que ça n'a pas certaines conséquences sur une potentielle discrimination qu'on n'arriverait pas à lire, à voir, ou il y a un profil de dérisking parce qu'on sait que dans ce coin-là, les gens ont tendance à pas rembourser. Bah oui, mais manque de bol, l'emprunteur, il est plutôt... tout le reste est bon et l'IA va surpondérer ça. Comment on s'en sort de cette question de l'usage de l'IA dans sa réglementation par rapport aux données notamment? C'est quoi l'équilibre qu'on essaye de trouver? Alors effectivement, il y a une volonté de l'État de financer des projets où justement, comme je disais tout à l'heure, on fait usage de l'IA de manière proportionnée et utile. Et dans ce cadre-là, on veille à ce que ce soit suffisamment bien encadré avec des livrables très précis sur qu'est-ce qu'on met en œuvre pour protéger le consommateur, le citoyen in fine. Et ça, c'est vraiment des points très, très importants pour nous quand on investit dans des projets, de veiller à ce que l'impact environnemental, certes, mais aussi sociétal sur les citoyens soit bien encadré. Donc ça, c'est un premier point. Un second, je dirais, sur la souveraineté de la donnée. Aujourd'hui, que la France est suffisamment bien encadrée pour qu'on puisse être en confiance vis-à-vis de ce qui est donné en termes de données. En tout cas, les réglementations sont à l'œuvre pour protéger le consommateur. On a les lois qui légifèrent de manière à ce qu'on puisse être en sécurité. En revanche, dans la mesure où on a des plateformes américaines qui sont des hyperscalers, qui verrouillent le marché avec leur plateforme, il y a tout un magma de concentration, et ça peut-être on pourra en parler plus tard, mais c'est là où moi je dirais que l'équilibre est à trouver. Les solutions françaises sont importantes à être développées et être suffisamment matures pour être compétitives. Et ça, c'est vraiment un sujet clé au sein de France 2030, c'est comment on identifie les lacunes des solutions françaises, comment on les met à maturité et comment on les rend, au-delà de simples alternatives, comment on les rend compétitives et les seules finalement à proposer une valeur sur le marché. Voilà, c'est une... C'est parfait, on arrive donc à cette deuxième thématique qui est vraiment celle des souverainetés. Je vais, Thierry Foucault, vous poser la question de manière très directe. Est-ce que les 7 magnifiques, Google, Microsoft, Amazon, etc., c'est un problème? C'est un problème pour l'IA, c'est un problème pour la sécurité de nos données, pour nos souverainetés, parce qu'ils sont très peu nombreux. C'est un marché qui est très concentré. Et même quand il y a des pépites d'entreprises qui naissent, on voit OpenAI, elle est forcément adossée ou elle s'adosse à Google. Est-ce que l'Europe a une place quelque part là-dedans? Pour revenir sur l'enjeu de souveraineté, il y a clairement un enjeu de souveraineté énorme. C'est-à-dire que pour pouvoir profiter de ces technologies, il faut pouvoir la maîtriser et la déployer. Il n'y a aucun équivalent des 7 magnifiques en Europe. Il n'y a aucune entreprise qui a la visibilité, la taille et la maîtrise technique équivalente à celle de Google, de Meta, de Microsoft, d'Apple, etc. Les 7 magnifiques. Donc ça, c'est inquiétant, parce que si on ne maîtrise pas la technologie, ces gains de croissance dont on parlait précédemment, on ne va pas pouvoir les générer. Alors évidemment, ces 7 magnifiques, ils sont également très intéressés par les données
produites en Europe, parce qu'ils ont besoin de données pour entraîner leurs modèles. Ils ont des données qui sont générées par les consommateurs américains, des consommateurs partout dans le monde. Ils aimeraient bien pouvoir utiliser également nos données, mais là, ils se heurtent effectivement à un choix qu'a fait l'Europe, et en particulier la France, qui est de protéger les données personnelles. C'est la RGPD, la Réglementation Générale de Protection des Données. Et donc là, on a une tension intéressante, qui est celle de protection du consommateur, qui est tout à fait légitime, mais qui freine potentiellement l'innovation en Europe. C'est-à-dire que l'Europe part en retard, puisqu'on a les 7 magnifiques qui sont nés aux États-Unis et ils y resteront. Ils essayent de pénétrer le marché européen. On se sert tous de Google, etc. On se sert d'OpenAI, de ChatGPT. Oui, ils l'ont bien pénétré déjà. Donc ils ont déjà bien pénétré le marché. Et donc la seule façon de garder notre souveraineté technologique, c'est de déployer nos propres entreprises dans le domaine. Mais elles vont avoir besoin, pour entraîner leur modèle, d'accéder aux données. Donc là, il y a une tension qui n'est pas facile pour le régulateur entre protéger le consommateur, ce qui est tout à fait légitime, entre respect de la vie privée, entre éviter, par exemple, dans le cas du crédit scoring pour l'activité bancaire, effectivement, de permettre aux banques d'utiliser des données qu'on appelle censurées en général. C'est-à-dire que les banques n'ont pas le droit de conditionner le crédit sur certaines données, ça c'est la loi, mais par triangulation, les algorithmes, ils arrivent à éviter ce problème. Donc ça, on veut conserver ça, mais d'un autre côté, on veut permettre à des jeunes pousses d'émerger et un jour de concurrencer les 7 magnifiques. Et là, il y a une tension qui n'est pas facile à résoudre. Donc l'accès aux données, c'est un des aspects. C'est un énorme enjeu de souveraineté. Oui, tout à fait. Je rajouterais également effectivement l'accès aux données et la plateforme qui permet de faire exister ces données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, sur l'IA générative, on a des modèles extrêmement performants français qui sont extrêmement compétitifs sur la scène internationale, notamment sur des enjeux, sur des segments précis. Et je pense qu'au-delà de la performance d'un modèle, les plateformes qui permettent de faire exister l'existence de ces modèles, donc les plateformes d'accès, donc à travers les clouds, les hyperscalers dont je parlais tout à l'heure, c'est un enjeu extrêmement important. Effectivement, on a, à travers la donnée qui est beaucoup plus éventuellement plus pertinente ou mieux sécurisée, où effectivement il y a des briques de maturité qui sont plus développées dans les hyperscalers, mais il y a une volonté en tout cas côté État comme je disais encore, de monter en maturité, de permettre d'opérer un verrouillage dans le sens inverse. Est-ce que sur ces questions de souveraineté, on parle très souvent, beaucoup de, évidemment, Mistral qui va pouvoir concurrencer ChatGPT, mais on parle beaucoup de logiciels, on parle peut-être un peu moins du dur, du hardware, c'est-à-dire les câbles, c'est-à-dire les espaces de stockage, c'est-à-dire les puces, vous en parliez. On a un acteur, deux même, en Europe, mais moi je pense à ASML qui imprime les circuits imprimés, qui grave les circuits imprimés, mais s'il n'y a pas Nvidia pour les penser, et puis s'il n'y a pas l'acteur taïwanais TSMC pour les produire, on n'y arrive pas. Comment est-ce que la chaîne de valeur, il faut la prendre de A, du hardware jusqu'à Z dans le software Thierry Hockey, puis à Nochiga. Tout à fait, je pense que c'est... En fait, il faut bien comprendre la chaîne de valeur pour voir où intervenir et là où on est en retard, en fait. Et on est en retard quasiment sur tous les aspects de la chaîne de valeur. Donc dans la chaîne de valeur, il y a les puces. Donc ça, c'est les gens qui pensent la façon dont l'architecture des puces, donc Nvidia, AMD, c'est essentiellement des entreprises américaines. On a une seule entreprise en Europe, elle est en Angleterre, c'est ARM, qui était une filiale, qui était financée par SoftBank et une banque japonaise. Donc ça, c'est la partie hardware. Ensuite, il y a les gens qui construisent les puces. Donc Taïwan, vous avez également des constructeurs en Chine et aux États-Unis. Il n'y en a pas en Europe. ASML, qui est une entreprise hollandaise, c'est un cas particulier. Là, pour le coup, elle est monopole sur son marché, c'est le leader mondial. Elle ne construit pas exactement les puces, elle maîtrise la technologie pour imprimer les cartes graphiques. Donc ça, c'est unique, mais il y a des enjeux de souveraineté. Par exemple, les États-Unis ont interdit à ASML d'exporter leur technologie en Chine, ce qui montre bien les enjeux géopolitiques. Deuxième étape de la chaîne de valeur, c'est qui utilise les puces. C'est en fait, les puces sont utilisées pour créer de la puissance de calcul. Et donc là, ce sont les fournisseurs de puissance de calcul. Et c'est les big tech. C'est Amazon, c'est Google,
le troisième fournisseur, c'est Microsoft, c'est Azure. Donc il n'y a que quelques opérateurs mondiaux, et sans le cloud computing, vous ne pouvez pas faire tourner vos modèles. Troisième élément de la chaîne de valeur, c'est les modèles dits fondamentaux ou de fondation. C'est OpenAI, c'est Anthropic, etc. Ils sont développés aux États-Unis. La dernière étape de la chaîne de valeur, c'est les applications. Donc là, effectivement, on a des applications. Mistral, c'est un cas particulier. C'est une entreprise qui, effectivement, a développé un modèle fondationnel, un de ces modèles dits de grands modèles de langage, du type OpenAI, mais ils n'ont que 10% de part de marché. OpenAI a 60% de la part de marché de ces modèles. Donc, il faut absolument développer des entreprises en Europe qui interviennent sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. Sinon, on sera complètement dépendant de ces entreprises que j'ai mentionnées précédemment et on ne pourra pas développer notre propre industrie. Et alors, c'est quoi nos projets pour aller vers ce que vient de nous dire qu'il fallait faire Thierry Foucault, les 109 milliards dont on a entendu parler après le sommet pour l'IA qui a eu lieu au début du mois de mars d'investissement, est-ce que ça va dans ce sens-là ou pas entièrement ? Alors, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit sur la chaîne de valeur qui aujourd'hui ne serait pas... Effectivement, on n'est pas... Il faut être lucide. En tout cas, nous, côté France 2030, on essaie de faire cet exercice de regarder où est-ce que, sur la chaîne de valeur, effectivement, en termes de temporalité, le cycle d'innovation est tel qu'on ne peut pas y aller tout de suite, en tout cas, pas maintenant. Donc, on va regarder, effectivement, sur les segments où, par exemple, on a des ST Microelectronics qui développent, ou même Calray, il y a vraiment des pépites sur certains segments qui sont ultra compétitifs sur des segments de niche. Et il faut y aller à un certain moment, essayer de créer des consortiums. Et nous, c'est tout notre enjeu côté France 2030, c'est de faire des synergies entre les acteurs qui ont quelque chose à proposer en termes d'innovation de produits et de services et de les mettre en lien avec d'autres acteurs pour faire une mise à l'échelle qui soit suffisamment compétitive. Et par rapport à ce qui vient d'être dit sur la chaîne de valeur, je pense qu'on nommait peut-être la partie talent. Parce qu'effectivement, l'IA, c'est du logiciel, c'est du matériel, mais c'est énormément de capital humain, ça a été dit tout à l'heure. Mais j'aimerais bien qu'on l'intègre dans la chaîne de valeur, puisque c'est elle qui permet de faire advenir toutes ces innovations. Et en France, je le dis et je le redis, nous sommes les plus compétitifs. En tout cas, on a un capital humain qui est extrêmement précieux, extrêmement exploitable. Et donc, il nous permet de faire advenir l'innovation de demain. Il y a, de mémoire à l'AEFR, on avait reçu Guillaume Avrin qui nous avait dit qu'il y avait 500 millions d'euros qui étaient prévus pour renforcer le... Tout à fait, qui ont été engagés. Donc à la fois sur le terrain de la massification des talents en IA sur tout le territoire, mais aussi en termes de d'hisser la France au rang mondial d'excellence académique. Et, je sais que vous venez de HEC, et HEC fait partie également de ces clusters d'excellence qu'on a financés dans cette volonté d'avoir des écoles ultra compétitives sur la scène internationale. Et petite précision, on a aussi cette volonté, donc ça c'est un nouveau dispositif qu'on lance bientôt, en termes d'attractivité des talents, parce que c'est bien beau de former des talents extrêmement compétitifs qui font de très belles réussites à l'international, mais c'est important à l'heure actuelle, d'autant plus dans le contexte actuel, de retenir ces talents, de les faire exercer leur valeur ajoutée sur notre territoire. Petite question qui émerge, Thierry Foucault, est-ce que ça veut dire que sur ce domaine-là, par rapport à ce que vous venez de nous dire, l'avantage compétitif de Ricardo, c'est pas malin à l'heure actuelle? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se spécialiser uniquement là où on est le plus performant, il faut quand même essayer de tout maîtriser pour être souverain, parce que c'est pas juste un échange de laine ou de tissu de première qui n'est pas central. Oui, c'est une question intéressante. Juste pour revenir sur la question des talents, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, l'Europe a un bassin, je dirais l'Europe en général, pas seulement la France entre autres, mais l'Europe en général, on a un bassin de talents énorme dans le domaine. On a des très bonnes formations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Effectivement, à HEC, on a un partenariat avec l'École Polytechnique, l'IP Paris en général, qui s'appelle iParis, justement pour essayer de développer un peu des visions très 360 degrés sur l'intelligence artificielle. Le problème, c'est de retenir les talents. Et
et de faire en sorte que les talents ne soient pas recrutés par nos concurrents américains. C'est quand même le cas. Par exemple, Yann LeCun, qui est le père, en gros, de l'intelligence artificielle, il est à New York University, il a travaillé pour Facebook. Là, j'ai appris récemment que Hugging Face, qui est un des acteurs, en fait, de l'IA dans le monde, il offre des plateformes de partage de données et de modèles d'intelligence artificielle. Hugging Face, l'entrepreneur qui a créé Hugging Face, est un Français, mais il exerce ses clients, c'est Google, Meta, etc. Donc il est très important de créer un environnement qui retienne les talents. Et donc là, ça revient à la question des avantages comparatifs. Effectivement, il y a une limite quand même au raisonnement de Ricardo. Le monde de Ricardo, c'est un monde un peu statique, où il n'y a pas d'innovation technologique. Dans un monde où il y a une innovation technologique, si vous n'avez pas un écosystème qui vous permet de rester à la frontière, vous allez décrocher. Et donc là, dans les rapports de capture, je dirais, de la valeur créée, vous allez être très désavantagé. Donc c'est très important que l'Europe fasse les investissements nécessaires, et je comprends que c'est le cas, de manière à rester à la frontière. Donc ça demande des investissements en termes de formation et de recherche. Donc ça, c'est très bien compris. Ça demande également un contrôle de la chaîne, alors pas seulement de la chaîne de valeur, mais ensuite de comment est-ce qu'on transforme ces investissements en capital humain en réalisation économique. Donc ça pose des questions de financement, de l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que ça signifie qu'il faut renforcer le rôle de l'État dans ce secteur? Alors je sais que la question est complexe sans parler d'interventionnisme directement, mais est-ce que ça signifie qu'il faut avoir un État un peu plus présent, peut-être un peu plus planificateur aussi dans ce secteur, Anouchia? Alors, je pense que dans le contexte actuel, ce qu'on voit par exemple avec les tarifs douaniers sur le cours de la bourse qui est extrêmement sensible aux 7 magnifiques, je pense qu'il y a déjà une forme de planification qui s'opère, mais effectivement, elle n'est pas à notre main. En tout cas, on n'est plus... on est soumis à des règles aujourd'hui qui sont extra-européennes. Et donc oui, effectivement, il faut recentrer notre capacité de décision, il faut recentrer notre capacité à maîtriser nos dépendances. Et donc les identifier est un premier point, mais effectivement, ensuite, il faut que l'État puisse intervenir là où ça fait sens, là où le privé ne le ferait pas. On parle d'incitativité de l'aide au sein de France 2030, parce qu'effectivement, on ne veut pas saupoudrer. On veut être stratège, on veut identifier là où il est le plus capitalistique d'aller. Et donc, effectivement, il y a une volonté de l'État d'être présent, de faire converger les sciences dures avec l'IA, d'aller là où, effectivement, le privé n'irait pas tout de suite. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une façon de procéder, une façon d'observer l'IA qui est telle qu'on a l'adoption, l'usage, là où les gains de productivité sont extrêmement manifestes. Et là, par exemple, l'État recule. C'est-à-dire qu'on considère que le privé sait faire, parce que les lois du marché sont telles qu'il n'y a pas besoin. Par contre, là où les laboratoires de recherche, là où il y a effectivement un besoin de l'État d'intervenir, effectivement, il y a des volontés étatiques de combler les trous dans la raquette. Et je pense que, par exemple, au hardware, vous l'avez mentionné, effectivement, il y a un vrai manque parce que la rentabilité du hardware est beaucoup trop long-termiste. Quand on achète une machine, effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des retombées immédiates économiques. Et dans ce cadre-là, par exemple, l'État a son rôle à jouer. Thierry Foucault, vous êtes professeur de finance, vous observez donc comment sont financés et quels sont les modèles de financement. Est-ce que, étant donné qu'on est dans un secteur d'innovation, les financements vont être un peu plus risqués que dans l'habituel? Est-ce que c'est aussi, et on a l'habitude de dire que le marché européen, et particulièrement en France, est moins preneur de risques qu'aux États-Unis? Est-ce que c'est un élément d'explication du fait qu'on investisse moins en Europe sur ces sujets? Oui, c'est sans doute un des éléments effectivement importants, et c'est un peu relié à la question de la planification et de la façon... je pense qu'effectivement, il y a un rôle, l'État a un rôle à jouer, à nouveau au niveau européen aussi, l'Union européenne, qui est de mettre en place des infrastructures qui permettent le déploiement de ces technologies. Donc les infrastructures, c'est le capital humain, la formation... de créer effectivement des systèmes de partage de données très vastes, de cloud computing, avoir des supercalculateurs,
C'est aussi la réglementation, effectivement, où est-ce qu'on met le curseur sur le partage des données, etc. Ça, c'est l'État, ou les États européens. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on pousse comme projet, en fait. Là, je pense qu'il y a des risques à une intervention un peu trop dirigée de la part de l'État. La force, et c'est relié au système de financement américain, la force du système américain, c'est que très souvent, il est appuyé sur de petites entreprises qui sont très dynamiques en termes de recherche et développement, c'est ce qu'on appelle les startups de la Silicon Valley, et qui expérimentent beaucoup. Alors, en fait, dans cette expérimentation, ça consiste à essayer des choses, il y en a beaucoup qui ne vont pas marcher. Et puis, il y en a quelques-unes, il y a peut-être 1% des projets qui vont marcher et qui vont donner des trucs comme l'intelligence artificielle ou, par exemple, les vaccins pour le Covid. Donc, il y a cette dimension d'expérimentation qui est très importante. Et par définition de l'expérimentation, ça veut dire que quand vous expérimentez, vous allez avoir beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de projets qui n'aboutiront pas. Donc, quand un projet n'aboutit pas, ça veut dire des pertes pour les gens qui ont financé ces projets. Et donc, dans le système américain, ces gens, c'est ce qu'on appelle les fonds de capital risque. Donc les fonds de capital risque, ce sont des fonds qui sont spécialisés dans le financement des jeunes pousses à différents niveaux du cycle de vie de ces jeunes pousses. Donc très au début, par exemple, ou au fur et à mesure où le projet avance, lorsqu'elles deviennent plus grosses, les fonds à mobiliser vont être plus importants, ou à la fin, par exemple, du processus de vie. Et donc la fin du processus de vie des jeunes pousses, ça veut dire l'entreprise est devenue tellement grosse qu'elle peut être vendue en bourse. Donc c'est avoir aussi un marché financier actif, c'est-à-dire des bourses qui permettent d'absorber des entreprises qui viennent se financer ou qui permettent de financer des grands projets, c'est très important. Et donc il faut avoir toute la chaîne. Et c'est vrai qu'en Europe, on a des bourses actives, mais par contre, on a un petit problème de financement, je dirais, du début en fait, de la chaîne et aussi du milieu de la chaîne. C'est-à-dire qu'il faut un secteur de capital risque qui soit particulièrement développé. Et là, il y a, pour plein de raisons, il y a des raisons historiques, mais pas seulement, c'est plus difficile de lever des fonds à une échelle suffisante en Europe qu'aux États-Unis. Deux questions en rebond à ce que vous venez de dire. J'ai entendu dans un déjeuner il n'y a pas très longtemps, si Mistral doit se coter quelque part, doit faire une IPO, donc une introduction en bourse, s'ils le font en Europe, ils sont morts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Il faudrait qu'ils aillent se coter aux États-Unis. Problème donc d'attractivité et de fonctionnement des bourses européennes. Deuxième question, j'ai l'impression qu'en Chine, le modèle d'investissement capital risque n'était pas très développé, et sur l'IA, pourtant, il se dirige dedans. Il y a énormément de projets, beaucoup de projets qui échouent, et je crois que c'est AlphaGo qui était un peu l'équivalent d'IBM. Il y a une partie il y a une IA qui a vaincu un joueur de Go, et ça a fait en Chine vraiment le tour des médias, un peu comme l'ordinateur dont j'oublie le nom d'IBM avait battu Kasparov. Les Chinois j'ai l'impression, en tout cas d'extérieur, qu'ils ont changé un peu de paradigme dessus. Est-ce que c'est visible aussi? Oui, c'est vrai, pour revenir au mode de financement, il y a 3 modes de financement. Il y a le financement par les capital risqueurs, ou ce qu'on appelle en France des business angels, qui sont des entrepreneurs, des gens qui sont devenus riches parce que c'est eux-mêmes des entrepreneurs et qui financent, mais essentiellement les fonds de capital risque. Deuxième mode de financement, c'est les big tech elles-mêmes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les entreprises, les startups qui se développent dans le domaine sont financées par Google, par Meta, etc., par Amazon, OpenAI, c'est Microsoft, Anthropic, donc qui développe un modèle similaire à OpenAI, c'est Amazon et Google, et ainsi de suite. Donc les big tech sont très actifs dans le financement de ces entreprises qui font de la recherche en développement, qui font de la recherche industrielle à un niveau très jeune en fait. Et le troisième mode, c'est les gouvernements. Donc c'est l'intervention publique. Donc ça, on l'a en Europe. Il y a aussi une part d'intervention publique aux États-Unis. Et en Chine, effectivement, le gouvernement est très actif. Alors il est très actif pour essayer d'avoir une stratégie industrielle, un peu comme en France et en Europe. Mais au final, il laisse pas mal d'autonomie. Aux entreprises. C'est-à-dire qu'en Chine, contrairement à l'Europe, il y a des géants de la tech. Il y a des équivalents des 7 magnifiques. En Chine, il y a Baidu, il y a Alibaba, il y a une entreprise qui s'appelle Tencent, et il y a Xiaomi. C'est plus petit, ce sont des entreprises plus petites que Google, Amazon, etc. Mais c'est énorme. Alibaba, c'est un vendeur en ligne, c'est l'Amazon chinois.
c'est une boîte gigantesque qui a plein d'activités dans plein de domaines et qui s'est développée de manière privée. Alors évidemment, la Chine va mettre en place une structure qui pousse parce que ça fait partie de leur stratégie industrielle. Mais par exemple, on parle beaucoup de DeepSeek, qui est un modèle de langage large qui a été développé par une entreprise qui s'appelle DeepSeek et qui concurrence OpenAI. Et donc, du monde de la finance. Et voilà. Et donc, le point intéressant, c'est qu'en fait, l'entrepreneur qui a financé DeepSeek, c'est pas le gouvernement chinois qui a financé DeepSeek, en tout cas pour ce qu'on en sait. L'entrepreneur qui a financé DeepSeek, c'est par ailleurs, c'était un gestionnaire de fonds spéculatif chinois, un hedge fund chinois, et il s'est dit, en fait, pour mon activité, c'est relié au trading haute fréquence, en fait, pour mon activité, je vais utiliser beaucoup d'intelligence artificielle, c'est peut-être pas mal que je crée une autre entreprise qui développe des modèles d'intelligence artificielle, et il a utilisé les revenus de son fonds pour financer ce projet. Donc la Chine, c'est un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, elle est assez libérale dans le développement de ses entreprises, mais par contre, elle a effectivement une orientation de politique industrielle. Enfin, elle a une politique industrielle très claire. C'est une espèce de truc un peu intermédiaire entre l'Europe et les États-Unis, je dirais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On arrive au moment où il y en a plein. Alors, il y a un micro qui me semble-t-il. Hop, parfait. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Vous avez parlé, je m'adresse à vous, vous n'avez parlé que de la France depuis le début, alors que vos interlocuteurs, de temps en temps, essayaient de vous rebrancher sur l'Europe. Donc, quels sont les projets de coordination, au moins de coordination, sinon mieux, entre la France et l'Europe sur ce sujet-là? Merci. Alors effectivement, je suis biaisée parce que je travaille donc pour le programme d'investissement français, France 2030. Mais effectivement, on a depuis quelques mois maintenant des relations régulières avec le SGAE, donc le secrétaire général, donc le service du Premier ministre équivalent qui s'occupe de l'Europe, des programmes de subventions européens, de la coordination des administrations en vue de déposer des projets français au dispositif européen. Et donc, on est en train justement de travailler à cette meilleure articulation de qu'est-ce qui, par exemple, sur le calcul, nécessite une mise à l'échelle beaucoup plus... Enfin voilà, il faut être lucide sur qu'est-ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et donc, on a une volonté de faire de s'impliquer davantage sur des relations bilatérales en fonction des segments sur lesquels, par exemple, l'Allemagne est plus compétitif. Voilà. Par exemple, alors je vais vous donner l'exemple de la langue française et les langues européennes. Dans les modèles d'IA générative, aujourd'hui, effectivement, l'anglais est surreprésenté. Ça, c'est une lapalissade. Mais justement, on a financé un projet à l'échelle européenne. On s'est coordonné avec nos voisins européens pour développer des bases de données qui préservent justement l'ipséité des langues de notre territoire. Donc ça, c'est un exemple. Mais effectivement, on a encore du travail à faire. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a peut-être été trop en train de se recentrer sur nous-mêmes parce que, justement, on avait, sur cette course technologique, on était dans une phase, alors à part sur les talents, on était un peu à essayer d'atteindre certains objectifs tout seul. Et puis très vite, là, on considère qu'on ne pourra pas y arriver seul. Et donc, effectivement, merci pour la question. Et c'est un objectif qu'on s'attelle à répondre. Je crois qu'il y avait une question juste derrière. Non, bon, allez-y. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Moi, j'ai deux petites questions. L'une sur l'offre pédagogique dans la discipline de la finance sur l'IA. Concrètement, quelles sont les compétences qui sont aujourd'hui offertes, par exemple, à HEC? Quels cours concrètement sont créés pour former qui à quoi? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur ce que vous avez dit sur le soutien à des technologies qui seraient sûres d'aboutir. Et ça, si j'ai bien compris, et ça me paraît contradictoire avec ce que préconise la BPI, qui gère par ailleurs une partie du PIA, et qui dit toujours qu'il faut adopter un modèle israélien de distribution éparse des subventions pour aider à l'innovation. Alors, dans quelle mesure est-ce que, en matière d'IA, ça doit être différent? Et puis, quelles sont vos relations avec la BPI? Parce que je ne situe pas bien quels numéros du PIA sont exactement gérés par elle et quels autres ne le sont pas, quoi. Commence par les formations sur les cours et puis...
Alors, donc à HEC, depuis 2020, on a ce partenariat que j'ai mentionné avec l'École Polytechnique et IP Paris, donc qui a donné lieu à un centre qui s'appelle iParis. Et donc l'idée de ce centre, c'était à la fois d'encourager des travaux entre chercheurs de différentes disciplines, ceux de la gestion et de l'économie, donc c'est HEC, et ceux de l'ingénierie, c'est plutôt IP Paris, avec un volet pédagogique. Et donc, en ce qui concerne HEC, on a 2 formations importantes. On a un master en data science en partenariat avec l'École Polytechnique. La première année est à l'École Polytechnique, la deuxième année est à HEC. Et donc l'idée de ce partenariat, c'était de dire il y a 2 dimensions dans l'intelligence artificielle. Il y a la dimension ingénierie. Il faut savoir comment on transforme les données en prédiction, en décision. Donc ça, c'est des algorithmes. Il faut savoir en quoi consistent ces algorithmes, comment on peut les écrire, etc. Première année. La deuxième année, c'est comment on les utilise d'un point de vue économique. Comment on se sert de ces algorithmes pour créer de la valeur, pour avoir le Google de demain ou le Meta de demain. Donc ça, l'idée du Master en Data Science, c'est justement ça. C'est-à-dire en deuxième année, les étudiants sont exposés à des cours de gestion, d'économie. C'est souvent des cours très appliqués, à vision très entrepreneuriale. C'est-à-dire il y a beaucoup de ces étudiants qui deviennent eux-mêmes entrepreneurs par la suite. On a par exemple un espace à Station F qui est une espèce qui est localisé à Paris, qui regroupe beaucoup de jeunes pousses françaises, y compris dans la tech. En finance, on a créé, alors là c'est tout récent, c'est l'année dernière, on a maintenant une filière qu'on appelle Data Science et Finance, où justement on explique aux étudiants quels sont les effets de l'intelligence artificielle sur l'industrie financière. Donc comment ça change par exemple l'industrie bancaire. Dans mon cas, moi j'ai un cours sur gestion d'actifs et trading dans les marchés financiers parce que les algorithmes sont utilisés dans ce domaine, etc. Donc on s'adapte très vite quand même, parce qu'il y a une forte demande de l'industrie d'abord pour des profils un peu mixtes, de gens qui maîtrisent à la fois qui comprennent ce qu'est la technologie et qui comprennent potentiellement comment l'appliquer. Et en finance, pour les raisons que je mentionnais précédemment, c'est indispensable. Il y a une montée, par exemple, des fonds dits quantitatifs dans le monde, qui sont des fonds qui gèrent l'argent qui est épargné par les investisseurs dans ces fonds de manière dite quantitative, c'est-à-dire en utilisant des techniques de l'intelligence artificielle. Peut-être aussi avec les 9 IA clusters qu'on a financés sur la partie formation. Effectivement, on a juste ici beaucoup financé la recherche et cette année, alors c'était l'année dernière, on a voulu mettre l'accent sur la formation, donc convertir finalement ces talents de la recherche en profil capable de transmettre les compétences, voilà, la formation. Et donc l'idée, c'est de travailler aussi sur ce qu'on appelle les IA plus X, donc l'IA plus un autre domaine. Et donc ça, c'est vraiment la notion de convergence qu'on essaie de mettre en place au sein de France 2030. On a mis 3,4 milliards d'euros. Donc en fait, on a identifié dans tous les projets où est-ce que l'IA était à la fois une technologie qui apporte de la productivité, mais aussi où est-ce que c'est plutôt une convergence, une rencontre entre la technologie de l'IA et la technologie issue de l'agriculture, par exemple. Et donc, l'idée, c'est toujours d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus forte sur le marché en essayant de fusionnant à l'état de l'art les technologies qui sortent des secteurs différents. Donc ça, c'était un premier point. Et effectivement, dans la formation, on a des clusters qui sont plus spécialisés sur la cyber, d'autres sur les sciences humaines, d'autres sur l'environnement. Et tout ça fait qu'en fonction, en plus de là où est positionné le cluster, il va avoir des caractéristiques qui vont lui permettre de former certains talents avec cette double casquette et donc d'avoir toujours plus de valeur ajoutée sur la scène internationale. Donc ça, c'était la partie formation. Alors effectivement, alors le rôle de BPI, c'est un opérateur. Donc France 2030 dispose de 4 opérateurs. BPI France, la Caisse des dépôts et consignations, l'ADEME pour les enjeux environnementaux, et le dernier, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Et donc ces opérateurs sélectionnent, donc ils vont opérer pour nous les cahiers des charges qu'on a en amont rédigés avec l'aide de toutes les administrations. Donc c'est le rôle du secrétariat général pour l'investissement de centraliser et de
coordonner les positions interministérielles, parce que comme vous le savez, tous les ministères ont leurs enjeux propres, et l'idée c'est de fluidifier tout ça et d'arriver à un consensus. Donc c'est vraiment notre quotidien. Et donc les opérateurs, eux, vont sur la première phase sélectionner les projets, nous les présenter, et donc nous ensuite on a un comité qui vient évaluer les projets et décider le financement ou non. Donc ça c'est un peu le rôle de BPI France. C'est un opérateur qui est là depuis voilà, sur l'ensemble des PIA. Finalement sur l'IA on est le PIA 2, le PIA 3 et maintenant PIA 4 qui est devenu France 2030. Donc très fidèle opérateur comme les autres. Et ensuite sur la partie saupoudrage et effectivement sur la comparaison avec Israël, il faut savoir que France 2030, on a 2 volets. On a le volet structurel, qui est un peu un volet qui permet à l'État de rester ouvert et curieux. Et alors, je dis curieux, c'est une façon de parler, mais c'est vraiment pour rester attentif à des capteurs sur l'ensemble du territoire, pour se laisser la possibilité de financer des projets qu'on n'aurait pas vu venir, qu'on n'aurait pas ciblés. Donc voilà, ça c'est le volet structurel. Et ensuite on a le volet dirigé, où là effectivement on a des stratégies d'accélération, où l'État considère qu'elle doit investir dans certaines directions plutôt que d'autres, en fonction d'analyses et d'études internationales, en fonction de nos avantages compétitifs. Et donc voilà, c'est là où en fait on essaie de conjuguer les deux, parce qu'effectivement il ne faut pas saupoudrer dans l'ensemble des catégories, mais on essaie de se laisser la possibilité de faire émerger des pépites dans ce volet structurel en faisant confiance, en faisant un pari vers le risque. Et puis on a le dirigé qui est beaucoup plus peut-être administré. Garder l'œil ouvert et puis avoir une stratégie forte à certains endroits. Oui, bonjour, merci pour ce développement. Je voudrais revenir sur les talents dans un premier point. Est-ce que c'est seulement une question de dizaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros pour les détecter et puis les conserver? Je vais prendre un exemple. Qui sont les talents? Je prends l'exemple de Pavel Durov, qui avait été donc le concepteur de Telegram. Donc on l'a intercepté à Paris. Mais finalement, le vrai talent, est-ce que c'était pas son frère, Nikolai Durov, qui a été triple médaille d'or aux Olympiades mathématiques et également aux Olympiades en matière d'algorithmique? Et donc comment détecter ces talents peut-être en amont d'HEC, en amont même des grandes classes prépa. Parce qu'il y a 2 méthodes. Il y a la méthode russe qui était de sélectionner des talents à limiter le primaire ou le collège et les mettre dans des écoles spéciales pour développer leurs talents. Et il y a une autre méthode, c'est la méthode chinoise, où finalement c'est la compétition entre les élèves. Et je savais que dans des lycées emblématiques en France, les meilleurs profs de maths en classe prépa allaient faire passer des concours aux meilleurs élèves des meilleurs lycées en Chine. Donc vous avez une sélection exhaustive des talents. Alors les petits Chinois qui gagnaient leur bourse pour aller venir en France, ils ne parlaient peut-être pas français, mais je peux vous dire qu'ils parlaient maths et physique. Après, ils trustaient les places, évidemment, au concours étranger. Ça pouvait être d'HEC, mais de Polytechnique et de ça. Puis ils retournent après en Chine. Et du coup, maintenant, les Chinois ne font pas que copier. Ils conçoivent, ils sont dans le quantique parmi les premiers, en IA, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une question de méthode pour détecter ces talents en amont, et puis pour les conserver? Comment faire pour que quelqu'un qui veut faire une carrière universitaire en maths, en physique, en France ou en Europe, ne soit pas obligé de faire un postdoc aux États-Unis? Je ne sais pas qui veut commencer. C'est une question très vaste, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on est un peu centré sur la France et qu'on a eu traditionnellement une méthode particulière de détection des talents en France. On a ce système de grandes écoles qui est excellent, mais qui est un petit peu dépassé parce qu'il faut monter à l'échelle. Donc c'était quand même des systèmes très élitistes et qui sélectionnaient vraiment une minorité. Si on regarde l'Inde, c'est très impressionnant. Ils forment chaque année, je ne sais plus combien, 1 million ou 2 millions d'ingénieurs, très très bien formés. La Chine, même chose. Effectivement, on a énormément d'étudiants chinois à HEC, donc je les vois à l'œuvre et ils sont effectivement redoutables, très très bien formés. Même chose aux États-Unis. Dans les facs américaines, on voit énormément d'étudiants venant d'Asie, Inde, Chine, etc., ou Europe, très bien formés. Donc il y a une question d'échelle, effectivement, et il ne faut pas sélectionner trop vite. Il faut avoir une très bonne formation de base, ça c'est très important, dans les domaines scientifiques, pas forcément que mathématiques,
La partie ingénierie, ça demande aussi d'autres compétences. La partie codage, comprendre ce que c'est que le codage, c'est très important. L'algorithme, il est d'abord codé. Comprendre ce que c'est que les données, ce que c'est que la statistique, c'est très important. C'est pas forcément des points qui traditionnellement étaient très poussés dans l'enseignement français. Donc il y a quand même un changement de perspective à avoir, et il y a vraiment une question d'échelle. C'est-à-dire il faut concentrer les ressources, ça je suis d'accord, mais il faut aussi permettre à beaucoup de personnes d'accéder à ces formations d'excellence, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde. Donc pas restreindre trop vite l'accès à de très bonnes formations. Je vais presque continuer la question en partant de cette réponse aussi. Est-ce qu'il ne faut pas changer un tout petit peu le paradigme tout en laissant la liberté mais on a beaucoup mis les humanités en avant dans le modèle français. Moi, j'ai été à Taïwan, j'ai enseigné là-bas. En revanche, dans les humanités, en Asie, ils ne sont pas très très bons dans les sciences dures, oui. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à rééquilibrer ça aussi d'un point de vue national ou européen, mais en tout cas national pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire qu'on remette peut-être un peu plus de place ou de force d'enseignement sur les disciplines très scientifiques? Alors effectivement, il faut qu'on ait une capacité à proposer des segments assez inédits par rapport à ce qui est proposé ailleurs. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une infrastructure décarbonée, le fait d'avoir une puissance de calcul accessible qui n'est pas saturée, voilà, tous ces petits objets un peu satellitaires autour des talents qui leur permettent de s'installer en France durablement, c'est aussi là où il faut qu'on soit meilleur. Effectivement, il faut travailler l'attractivité sur tous ces aspects, à la fois sur la qualité de son enseignement et de sa formation, sur les domaines qui ne sont pas préparés par d'autres, mais aussi sur tous les enjeux qui permettent, par exemple, de faire sa start-up beaucoup plus facilement, d'avoir un French Tech Visa beaucoup plus accessible. Voilà, il y a vraiment tous ces aspects d'attractivité sur lesquels on doit travailler. Dernière question, monsieur. Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Et le diable, il a un nom, selon moi. Il s'appelle Éric Julia. C'est le patron de la recherche de Renault. Quand même pas la PME. Ce sera bien une question, on est d'accord, hein? C'est une question. Très bien. Puisqu'en fait, il intitule son ouvrage, que je recommande et que vous avez dû lire, « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Donc, il démontre qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rupture. Alors peut-être se trompe-t-il parce qu'il y a l'ordinateur quantique, mais hormis l'ordinateur quantique, où est la rupture depuis la machine de Pascal? La parole est à la Défense. Ouais, en fait c'est vrai que le terme intelligence artificielle, ça paraît un peu grandiose. Quand on regarde ce que c'est réellement, c'est pas grandiose du tout. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui sont très puissants parce qu'ils sont capables de traiter énormément de données. Des algorithmes qui peuvent prendre tout type de données, donc ça peut être du texte, ça peut être de la donnée quantitative, des chiffres, ça peut être des vidéos, ça peut être de l'audio. Donc ça c'est assez fort quand même. Et ça peut être des très très grosses données, ça peut être énorme. Et l'algorithme va transformer ça en prédiction ou en décision. Donc c'est pas, quand on regarde effectivement ce que c'est pas vraiment d'intelligence, c'est pas ce que j'appellerais de l'intelligence. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de capacité de réaction un peu à des trucs que l'algorithme n'a jamais vu, ce que nous on peut faire en tant qu'humains. Par contre, il y a quand même une rupture, c'est-à-dire que pour faire ça, il a fallu passer à un stade supérieur en termes de puissance de calcul. Donc la rupture, c'est 2010 en gros. C'est le moment où effectivement la puissance de calcul nécessaire pour déployer ces algorithmes qui étaient déjà connus. Yann Lequin, son bouquin, il a écrit un bouquin en français sur sa carrière et son histoire, est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il dit, au début, personne ne faisait attention aux modèles que je construisais. Et la raison, c'est qu'en fait, on n'avait pas la technologie pour utiliser les modèles. Donc je crois qu'effectivement, il n'y a pas de changement radical, effectivement, peut-être dans... au final, on utilise des ordinateurs, de la puissance de calcul. Par contre, le niveau auquel on fait ça a vraiment changé. Je crois que c'est là qu'il y a un changement vraiment important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Anouchka Stanislas et Thierry Foucault.
Merci à vous. Enfin, moi, j'ai un esprit d'escalier, donc j'ai plein de réponses qui viennent et j'ai vraiment envie de vous les partager. Donc, à disposition, si on peut continuer la conversation. Avec la salle est libre pendant au moins encore un petit temps. Je me tourne vers Citéco. Est-ce qu'il y a ou le café en bas qui s'apprête tout à fait aux discussions. Merci encore à tous les deux et bonne journée à toutes et tous.